La brume a lentement pris forme, oscillant entre le réel et l'insaisissable, jusqu'à esquisser la silhouette d'une femme ou quelque chose qui y ressemblait. Je crois que c'est à cet instant précis que j'ai su, au fond de moi, que la nature recelait encore des mystères insoupçonnés. Quand j'étais adolescent, je passais presque tout mon temps libre dans la forêt près de chez mes grands-parents. Ce n'était pas par obligation ni par manque d'occupation, mais simplement parce que j'y trouvais une paix que je n'arrivais pas à ressentir ailleurs. Je n'avais pas beaucoup d'amis et, au fil du temps, j'avais fini par comprendre que la solitude ne me pesait pas. Elle m'apportait même un certain réconfort. Là où d'autres cherchaient la compagnie, moi, je cherchais les sentiers inconnus, les descentes vertigineuses en VTT, l'odeur de la mousse humide et la sensation du vent glissant sur ma peau. La forêt était mon terrain de jeu et mon refuge. Chaque arbre, chaque racine, chaque petit cours d'eau m'était familier. Je connaissais ces bois par cœur, du moins, c'est ce que je croyais. Pourtant, ce soir-là, quelque chose d'étrange m'attendait. Le soleil s'était couché plus vite que je ne l'avais prévu. Absorbé par mes explorations, j'avais perdu la notion du temps. L'obscurité rampait déjà entre les troncs, étouffant les derniers reflets du jour. Je devais rentrer. Mes grands-parents m'attendaient sûrement pour le dîner et je savais qu'ils s'inquiéteraient si je tardais trop. J'enfourchai mon vélo et me lançai dans la descente qui menait à leur maison. L'air était plus frais à cette heure, et la forêt, d'habitude si vivante, semblait s'être figée. Seul le froissement des feuilles sous mes roues et le bourdonnement de quelques insectes troublaient le silence. J'accélérai, la lumière accrochée à mon guidon traçant un mince sillon lumineux dans l'obscurité. C'est alors que je l'ai vu. Derrière un arbre, un peu en retrait du sentier, une lueur étrange flottait à quelques centimètres du sol. Ce n'était pas la lumière d'un feu, ni celle d'un reflet sur une surface métallique. C'était plus diffus, plus organique. Une brume lumineuse, suspendue dans l'air, frémissante comme un mirage. Je freinai brusquement, mon vélo dérapant sur les feuilles mortes. Mon cœur battait plus vite, non pas de peur, mais d'une curiosité irrépressible. Ce n'était pas la première fois que je tombais sur des phénomènes étranges dans la forêt, parfois des lucioles formaient des motifs fascinants, parfois un éclairage particulier donnait au lieu un air irréel, mais cette fois, c'était différent. La lueur semblait vibrer légèrement, comme si elle réagissait à ma présence. Elle flottait doucement, et plus je m'approchais, plus elle se précisait. Ce n'était pas un simple halo, ni une masse informe. Il y avait une structure, un contour. Quelque chose qui ressemblait à une silhouette humaine. Je sentais une chaleur étrange dans l'air, un frisson non pas de froid, mais d'énergie. Mon instinct me criait de reculer, mais une autre partie de moi, celle qui avait toujours cherché à comprendre, me poussait en avant. La brume a lentement pris forme, oscillant entre le réel et l'insaisissable, jusqu'à esquisser la silhouette d'une femme, ou quelque chose qui y ressemblait. Des traits flous mais reconnaissables, une posture presque naturelle, comme une présence figée dans le temps. Ce n'était ni un simple phénomène lumineux, ni un jeu d'ombre. C'était quelque chose de bien plus étrange. Un courant d'air invisible parcourut mon échine. Je sentais que cette chose n'était pas hostile. Il y avait une sorte de bienveillance dans l'atmosphère, une douceur impalpable. Pourtant, malgré cette impression rassurante, je restais paralysé, fasciné par l'apparition. L'envie d'immortaliser la scène me traversa l'esprit. Dans un geste presque mécanique, je me tournai pour attraper mon téléphone dans mon sac. Mais à peine avais-je détourné les yeux que tout avait disparu. Il ne restait plus rien. La clairière était silencieuse, baignée par l'obscurité. L'air n'avait plus cette vibration particulière, et la chaleur s'était évaporée. Seule l'ombre des arbres m'entourait à nouveau, comme si rien ne s'était jamais produit. Je restai là un long moment, scrutant les environs, espérant apercevoir un dernier signe, une dernière trace de cette présence insaisissable. Mais il n'y avait plus que la nuit et le bruissement du vent dans les feuilles. Je finis par remonter sur mon vélo, encore sous le choc. Sur le chemin du retour, mon esprit s'emballait. Les jours suivants, je suis retourné à cet endroit.
Encore et encore. J'ai cherché un indice, une explication, un signe qui prouverait que ce que j'avais vu était réel. Mais la forêt n'a jamais rien révélé de plus. Aujourd'hui encore, chaque fois que je me perds dans la nature, je repense à cette nuit. À cette rencontre. À cette sensation indicible qui ne m'a plus jamais quitté. Et je me demande encore ce que c'était. J'ai travaillé un temps dans l'industrie pétrolière, en Alaska. Notre mission nous menait bien au-delà des installations principales, dans la réserve nationale de pétrole d'Alaska, un territoire sauvage où la toundra s'étend sur des centaines de kilomètres sans la moindre trace de civilisation. En hiver, les compagnies pétrolières construisaient de longues routes de glace permettant d'accéder aux sites d'exploration, de vastes plateformes où les forages d'essai étaient réalisés. Une fois ce premier travail terminé, notre équipe intervenait pour analyser les formations rocheuses et déterminer leur potentiel pétrolier. Ce jour-là, ou plutôt cette nuit-là, nous étions à la mi-janvier et le soleil n'avait pas encore refait son apparition. Il ne s'était d'ailleurs pas levé depuis 1 mois et demi, l'obscurité totale des nuits polaires s'étirant sur des semaines entières. Nous venions de terminer notre mission sur un site situé à une 60aine de miles à l'ouest d'Alpine, en plein cœur de la nature sauvage, et nous reprenions la route vers le camp pour achever notre rotation et enfin rentrer chez nous. Les routes de glace étaient strictement surveillées pour des raisons de sécurité. À leur extrémité se trouvaient des postes de garde où nous étions tenus de nous enregistrer en arrivant et en partant. Dans ces régions reculées, il n'y avait aucun réseau téléphonique, et même nos radios n'avaient qu'une portée limitée. Si quelqu'un manquait à l'appel au moment prévu, une équipe était envoyée sur place pour vérifier qu'il n'avait pas fini congelé sur le bord de la route. Il était environ 4 heures du matin, un détail insignifiant dans ce monde figé dans l'obscurité. Nous avancions prudemment sur la route glacée, limitée à 25 miles à l'heure, lorsqu'une silhouette apparut dans la lueur de nos phares. C'était un homme. Il marchait sur la route, en jeans, basket et simple sweat à capuche. À cette heure-là, perdu au milieu de nulle part, sous une température de -20 degrés. Ce n'était pas si rare de croiser des Inuits à une telle distance des camps, souvent en pleine expédition de chasse. Peut-être que son motoneige était tombé en panne et qu'il tentait de rejoindre un poste de garde? Ça paraissait plausible. Pourtant, quelque chose clochait. Il ne nous accorda pas le moindre regard alors que nous roulions lentement à sa hauteur. Il poursuivait sa route, imperturbable, traînant les pieds sur la glace. Ce qui frappa d'abord, c'était l'absence totale de réaction. Son visage était figé, dénué de toute expression, comme s'il n'était même pas conscient de notre présence. Ses vêtements, bien que totalement inadaptés aux conditions extrêmes, ne montraient aucune trace de gel ou d'humidité. Et surtout, il n'avait pas l'air transi de froid, ce qui défiait toute logique. Ce n'était pas un Inuit non plus, mais un homme au teint pâle, aux traits durs, qui avançait sans but apparent. J'abaissai ma vitre et lui demandai s'il avait besoin d'aide, s'il allait bien. Il ne répondit pas. Pas un regard, pas un signe, rien. L'un de mes collègues suggéra qu'il avait peut-être eu un accident et qu'il était en état de choc. L'explication tenait la route, alors je continuai de rouler à ses côtés, tentant à plusieurs reprises de capter son attention. Plus je l'observais, plus un malaise grandissait en moi. De temps à autre, une odeur étrange flottait dans l'air, portée par le vent glacé. Quelque chose d'acide, d'indéfinissable, qui ne collait pas avec l'environnement autour de nous. Le gars assis derrière moi perdit patience. Il baissa sa vitre et tendit le bras, dans l'intention de l'attraper pour le secouer un peu et le tirer de sa léthargie. Avant même que sa main ne l'atteigne, l'inconnu se retourna brusquement et s'agrippa violemment à son bras. Son visage, jusqu'ici impassible, se tordit dans une expression de rage pure. Ses yeux rencontrèrent les miens, et à cet instant, tout mon corps se crispa d'un instinct primal. Ce regard, c'était comme si toute la haine et la fureur du monde se concentraient en lui. Mon collègue poussa un cri de douleur en tentant de se dégager. Son poignet était pris dans un étau, serré par une force qui n'avait rien d'humain. Et puis, il hurla. Un cri qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais entendu auparavant. Il était chargé d'une colère démesurée, brutale, presque inhumaine.
Mon pied s'écrasa sur l'accélérateur. Les pneus patinèrent un instant sur la glace avant de mordre la route et de nous propulser en avant. Mais ce type ne lâchait pas prise. Il courait à côté du véhicule, s'accrochant de toutes ses forces au bras de mon collègue, essayant de l'arracher de l'habitacle. À l'arrière, les autres membres de l'équipe s'agrippaient à lui pour l'empêcher d'être emporté. Finalement, après quelques secondes à peine qui nous semblèrent une éternité, mon collègue parvint à se dégager dans un ultime effort. L'homme disparut dans la nuit, englouti par l'obscurité. Nous ne nous sommes pas retournés. Nous avons foncé droit vers le poste de garde, parcourant les 30 derniers miles sans un mot. Une fois sur place, nous avons immédiatement signalé ce que nous avions vu. Le garde nous fixa avec une expression incrédule. Il pensait que nous lui faisions une blague, mais le protocole l'obligeait à vérifier. Pendant ce temps, mon collègue releva sa manche. Son bras était marqué de bleu en forme de doigt. Impossible de simuler ça. Nous avons rédigé un rapport avant d'être renvoyés à notre camp. Personne ne parla durant le trajet du retour. Le lendemain, nous prenions l'avion pour rentrer chez nous. Quelques semaines plus tard, de retour sur la route de glace, nous avons retrouvé le même garde et lui avons demandé s'il avait aperçu l'inconnu. Il nous répondit qu'ils avaient fouillé la zone pendant tout leur quart, 12 heures de patrouille, sans trouver quoi que ce soit. Pas la moindre trace de pas dans la neige, pas le moindre signe qu'un homme ait marché là cette nuit-là. Il en conclut que c'était une bonne blague et nous promit de nous le faire payer. Mais ce n'était pas une blague. Qui irait jusqu'à se mutiler pour une histoire inventée? Nous n'avons jamais eu d'explication rationnelle à ce qui s'est passé cette nuit-là. Et encore aujourd'hui, je me demande qui était cet homme. S'il était seulement un homme. L'Alaska est une terre étrange. Et ce n'est qu'un des nombreux événements inexplicables que j'ai vécus là-bas. J'ai une petite sœur atteinte de paralysie cérébrale, ce qui l'a contrainte à subir un grand nombre d'opérations, souvent lourdes et éprouvantes. Mais il y a eu une fois où les choses ont pris une tournure particulièrement inquiétante. Après l'une de ces interventions, elle était dans un état bien pire que d'habitude. Elle ne réagissait pas bien aux médicaments qu'on lui avait donnés, parce qu'on avait découvert un peu tard qu'elle y était allergique. On ne l'avait jamais vue aussi mal. Elle délirait, disait des choses insensées et semblait voir des choses qui n'existaient pas. Mais ce n'était pas juste un état de confusion passager, c'était autre chose, quelque chose de profondément dérangeant. Et à un moment, on a compris qu'on ne pouvait plus attendre, il fallait la conduire à l'hôpital immédiatement. Il devait être entre 2h30 et 3h du matin quand on l'a installée dans la voiture pour prendre la route. La nuit était calme, presque trop, et les rues complètement désertes. Sur le trajet, elle continuait à dire des choses troublantes, des phrases déconnectées du réel, mais d'une étrangeté telle qu'elles nous ont glacé le sang. Ma mère et moi étions terrifiés, et pas seulement à cause de son état. L'heure avancée, le silence pesant, l'ambiance surnaturelle de la nuit, tout ajoutait une dimension cauchemardesque à ce moment. Puis, au détour d'une intersection, on s'est arrêté à un feu rouge, seul sur la route. Enfin, c'est ce qu'on croyait. En tournant la tête, mon regard s'est posé sur un pick-up arrêté à côté de nous. Il m'a fallu un instant pour comprendre ce que je voyais, mais dès que mon cerveau a assimilé l'image, une peur viscérale s'est emparée de moi. De l'autre côté de la vitre, une femme me fixait, le visage collé à la fenêtre du véhicule. Mais ce n'était pas un visage humain. Ses traits étaient distordus d'une façon impossible, comme si quelque chose l'avait façonné en brisant toutes les règles de l'anatomie. Son expression n'avait rien de neutre ni même d'hostile, c'était pire que ça, c'était un regard qui me vidait de toute chaleur, de toute sécurité. Une chose sortie d'un cauchemar qui existait pourtant bien là, sous mes yeux. Un cri m'a échappé avant même que je puisse me retenir. Ma mère, alertée par ma réaction, a tourné la tête et l'a vue à son tour. Je n'ai jamais vu la peur la figer aussi brutalement. Elle a réagi d'un seul coup, sans réfléchir. Elle a enfoncé l'accélérateur et grillé le feu sans un regard en arrière, nous éloignant de cette vision d'horreur. La nuit entière a été un enchaînement de malaise et de frayeur, mais cette image est restée gravée en moi. Ce visage inhumain, ce regard qui transperçait,
cette certitude absolue que ce que j'avais vu n'avait rien de normal. J'ignore encore aujourd'hui ce que c'était, mais je sais une chose, ce n'était pas une simple coïncidence. J'ai travaillé quelques années comme barmaid sur Bourbon Street, et dans ce métier, on croise toutes sortes de personnages. Certains sont effrayants, d'autres fascinants. Il y a environ 15 ans, je sortais avec un musicien qui jouait du saxophone dans un groupe de brass band sur Frenchmen Street. Si vous ne connaissez pas, c'est un peu comme Bourbon Street, mais avec plus de musique live, moins de touristes ivres et davantage de locaux. Un soir, après l'un de ces concerts, nous avons quitté le bar ensemble et commencé à marcher vers sa voiture, garée à environ 6 blocs de là, parce que se garer dans le quartier français relève toujours du cauchemar. On parlait de tout et de rien quand on a remarqué un homme derrière nous. Il ne paraissait pas suspect, ni mal intentionné. Au contraire, il portait un costume impeccable, une veste élégante, et il dégageait quelque chose d'intrigant. Il s'est approché de mon côté et nous a salués d'un simple « bonsoir ». Sa voix était incroyablement captivante, posée et agréable à entendre. Il avait une présence difficile à décrire, mais immédiatement marquante. Nous avons échangé quelques mots sur la ville, le temps, la vie locale. Mais à un moment, alors que je le regardais, mes yeux se sont accrochés aux siens. Ils étaient dorés. Pas marron doré, pas noisette. Un or pur, lumineux, presque scintillant sous les réverbères. Nous avons continué à marcher, discutant encore quelques minutes, jusqu'à ce que nos chemins se séparent 3 blocs plus loin. À ce moment-là, je n'ai pas ressenti de peur, juste une étrange sensation d'avoir vécu un moment hors du commun. Puis nous avons repris notre route. C'est en approchant de la voiture que j'ai remarqué une plaque d'immatriculation sur un véhicule stationné, 666 dans les numéros. Ça m'a fait sourire, un pur hasard, rien de plus. Quelques mètres plus loin, une autre voiture affichait « Sauvé » sur sa plaque. D'accord, un peu plus curieux, surtout après la précédente. Mais je n'ai rien dit à mon copain. Puis, en arrivant à notre voiture, une 3e plaque avec 666. C'est là que j'ai fini par briser le silence et lui faire remarquer ces étranges coïncidences. À peine avais-je commencé à parler qu'il m'a interrompu. Il avait, lui aussi, remarqué quelque chose d'étrange ce soir-là. Il m'a confié que l'homme l'avait mis mal à l'aise, qu'il y avait quelque chose d'irréel chez lui, et que ses yeux n'étaient pas seulement dorés, ils ressemblaient à du feu, comme des braises vivantes. Nous avons échangé un regard, réalisant que nous avions ressenti la même chose sans oser le dire. Une blague nerveuse m'a échappé, et si c'était le diable? Et c'est à cet instant précis qu'il est réapparu. Sur le trottoir opposé, à quelques mètres de nous, marchant tranquillement comme s'il savait exactement où nous étions. Ses yeux brillaient dans l'obscurité. Il nous a vus, a souri d'un sourire presque trop large, et a lancé d'une voix claire. « C'est drôle, vous ne trouvez pas ? Comme si nous étions tous censés être ici, au même moment. » Nous avons ri, maladroitement. Lui avons fait un signe de la main. Puis nous sommes montés en voiture. Je ne crois pas avoir déjà brûlé du caoutchouc, mais ce soir-là, j'ai dû frôler l'excès de vitesse en quittant le quartier français. Je ne sais toujours pas qui il était, ni ce qu'il était. Mais je n'ai jamais oublié sa voix, son sourire ni ses yeux qui brillaient comme s'ils n'appartenaient pas à ce monde. J'ai vécu quelques rencontres avec des gens qui m'ont laissé une impression indélébile, au point que je me suis souvent demandé, avec les années, s'ils étaient vraiment humains. La première fois, j'avais environ 9 ans. Ce jour-là, je rendais visite à ma tante, à environ 1 heure de route de chez moi. Mon cousin et moi étions sortis jouer au parc près de sa maison, à taper dans un ballon de foot sans vraiment prêter attention à ce qui nous entourait. À un moment, le ballon a roulé jusqu'au bord de la route et je suis allé le récupérer. Il y avait une voiture garée là depuis le début, une présence statique à laquelle je n'avais pas vraiment fait attention. Mais au moment précis où j'ai ramassé le ballon, la portière arrière s'est ouverte et un homme est sorti. Il était immense. Vraiment grand et massif,
avec quelque chose d'imposant, non seulement physiquement, mais aussi dans ce qu'il dégageait. Son énergie était écrasante, presque palpable. Il avait de longs cheveux blonds, raides comme des fils d'or, et des yeux d'un bleu si vif qu'ils semblaient presque lumineux. Je les fixais, incapable de détourner le regard. Et lui aussi me regardait, comme s'il me connaissait. Puis il a parlé. « Tu ne sais pas qui je suis, mais moi, je sais qui tu es. » Et il a prononcé mon nom. J'ai senti mon cœur rater un battement. Avant que j'aie eu le temps de réagir, 2 femmes sont sorties de la voiture. Elles étaient plus jeunes que lui, presque identiques. De longs cheveux blonds, la même structure fine et élancée, des traits harmonieux, presque trop parfaits. Elles se sont immédiatement dirigées vers lui, l'ont saisi doucement par les bras et, sans dire un mot, l'ont ramené à l'intérieur du véhicule. Il ne s'est pas débattu, ne s'est pas opposé à elle. Il s'est laissé faire comme s'il savait qu'il n'avait pas le choix. Puis la voiture a démarré et a disparu. Je suis resté là, figé, le ballon à la main. Ce n'est que bien plus tard que j'ai réalisé que mon cousin, lui, n'avait rien vu. Il était resté absorbé par le jeu, totalement inconscient de ce qui venait de se passer. Pendant des années, j'ai repensé à cette scène. Chaque détail est resté gravé dans ma mémoire, intact, comme une image cristalline que le temps n'a pas réussi à altérer. J'ai fini par en parler à ma mère, cherchant une réaction, une explication, n'importe quoi. Mais elle n'a pas réagi. Comme si ce que je lui racontais n'avait aucune importance. Ou comme si elle ne voulait pas y croire. À l'époque, je faisais un travail temporaire de secrétaire à New York. Un jour, pendant ma pause déjeuner, j'ai décidé d'aller m'asseoir dehors, juste en face du Plaza Hotel. En cherchant un banc libre, mon regard est tombé sur une plaque gravée de plusieurs noms. Par simple curiosité, j'ai sorti mon téléphone et j'ai cherché ces noms en ligne. Je me suis retrouvé à lire la biographie d'un vieux philanthrope fortuné et de son épouse, totalement absorbé par leur histoire, lorsque quelqu'un s'est adressé à moi. En levant les yeux, j'ai été frappé par ce que je voyais. L'homme qui se tenait là, en fauteuil roulant, était celui dont je lisais la vie quelques instants plus tôt. Malgré les signes visibles d'un récent AVC, son regard était incroyablement vif et expressif. Il dégageait une énergie indescriptible, une chaleur humaine rare. Tout en semblant pressé, il était aussi profondément attentif et posé. Il a commencé à me parler, s'intéressant sincèrement à ma vie, à mon avenir, cherchant à savoir si j'étais heureuse. Son écoute était totale, et chaque question semblait poser un véritable poids sur l'instant, comme si cette conversation avait une importance particulière. Il a évoqué son enfance, ses débuts modestes à pelleter du charbon sur les trains, son engagement dans les syndicats, et surtout, l'amour qu'il portait à sa femme. Il parlait d'elle avec une telle affection que cela en devenait presque palpable. Elle l'attendait quelque part, dans une chambre du Plaza, pendant qu'il prenait un moment pour lui. À un instant précis, il s'est penché légèrement vers moi, comme pour me faire comprendre que ce qu'il allait dire était fondamental. Son ton, chargé d'une certitude absolue, a immédiatement capté toute mon attention. Il affirmait que cette rencontre marquait un tournant, qu'à partir de cet instant, mon destin allait changer. Il disait cela avec tant de conviction que je n'ai pas douté un seul instant de la véracité de ses paroles. Le temps passait et je devais retourner travailler. Avant que je ne parte, un autre homme s'est approché. Il portait une grande pancarte publicitaire pour des balades en calèche, un détail qui m'a paru absurde sur le moment. Pourtant, il semblait parfaitement à l'aise, presque complice de ce qui venait de se passer. Avec un sourire malicieux, il a fait allusion à ce que m'avait dit son oncle, ajoutant que ses paroles n'étaient pas à prendre à la légère. Tout cela semblait orchestré d'une manière que je ne comprenais pas. Il y avait une harmonie étrange entre ces deux hommes, un sentiment que quelque chose d'important venait de se jouer. Après les avoir chaleureusement remerciés, je suis retourné au bureau, encore troublé par cet échange. Je ne les ai jamais revus. Même avec le recul, cette rencontre reste l'une des plus étranges et marquantes de ma vie. Il y avait dans cet homme une présence singulière,
une manière d'imposer le moment sans forcer quoi que ce soit. Je me demande encore si j'ai croisé une âme éveillée, une force mystérieuse dissimulée sous les traits d'un vieil excentrique, ou simplement quelqu'un dont l'aura était assez forte pour laisser une empreinte durable sur ceux qui croisaient son chemin. Cette personne m'a sauvé la vie. J'avais 17 ans et je travaillais dans un glacier, au centre commercial. C'était la veille de Noël ou presque, il restait une vingtaine de minutes avant la fermeture. Dehors, le froid était mordant, la neige tombait en fin tourbillon et, en tant que jeune conductrice encore peu à l'aise sur la route, je n'avais qu'une seule hâte, finir mon service et rentrer avant que le temps ne se dégrade davantage. Je nettoyais le comptoir quand j'ai vu un homme sortir brusquement d'une porte réservée au personnel, coincé entre le footlocker et le bucle. Son apparition soudaine m'a immédiatement mise mal à l'aise. Il était grand et incroyablement maigre, vêtu d'un costume 3 pièces brun qui semblait trop grand pour lui, comme s'il avait pioché dans la garde-robe d'un grand-père depuis longtemps disparu. Il ne portait ni chaussures ni chaussettes, ses pieds nus sur le carrelage du centre commercial en plein hiver ajoutant une couche d'étrangeté à l'ensemble. Il s'est approché du comptoir avec une urgence silencieuse, et plus il s'avançait, plus j'étais frappé par quelque chose d'indéfinissable. Son apparence avait quelque chose de dérangeant, presque irréel. Ses cheveux, d'un roux cuivré, tombaient en mèches souples jusqu'à ses épaules. Ses yeux, d'une teinte brun clair, semblaient scintiller sous les lumières artificielles du centre commercial, comme si leur fondu s'y était figé. Et puis il y avait sa peau, incroyablement lisse, dépourvue de la moindre imperfection. Pas un pore, pas une irrégularité, comme si elle n'avait jamais connu la moindre imperfection humaine. Il était beau, d'une beauté étrange et androgyne, mais au lieu de ressentir l'admiration que j'aurais normalement eue à cet âge pour un garçon aussi singulier, une peur viscérale s'est emparée de moi. Il a tapoté distraitement le comptoir du bout des doigts et c'est là que j'ai remarqué ses ongles. Parfait, long, brillant, presque trop bien entretenu pour quelqu'un qui, quelques instants plus tôt, avait jailli d'un endroit où il n'aurait même pas dû se trouver. « Oh! C'est toi ?» a-t-il dit d'un ton exaspéré, comme si ma présence était une perte de temps pour lui. Sa voix, aussi étrange que le reste, m'a laissé sans voix un instant. J'ai repris contenance et lui ai demandé ce qu'il voulait commander. Il a émis un bruit de dégoût, comme si la simple idée de manger ce que nous servions le répugnait profondément. Il a secoué la tête et déclaré qu'il ne voulait rien parce que tout était immangeable. Un frisson d'inquiétude a parcouru mon dos. Son comportement, sa manière d'être, tout en lui sonnait faux, comme un acteur jouant un rôle qu'il ne comprenait pas complètement. J'ai tenté de rester calme et lui ai annoncé que j'allais appeler la sécurité. Au lieu d'avoir l'air contrarié ou paniqué, il a simplement sorti une montre à gousset de sa poche et l'a regardée avec une expression que je ne pouvais pas décrypter. Agité, presque nerveux, il a levé les yeux vers moi et a prononcé quelque chose d'encore plus troublant. « Vas-y, appelle-les. Et assure-toi qu'ils te raccompagnent jusqu'à ta voiture. » Il n'a rien ajouté, a tourné les talons et s'est engouffré par la même porte dont il était sorti, me laissant figé derrière mon comptoir, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. J'ai bien sûr appelé la sécurité. J'ai expliqué rapidement la situation et demandé qu'on m'accompagne à ma voiture. Je m'étais garé loin, dans la section réservée aux employés, un espace mal éclairé où seules quelques voitures étaient encore présentes. Le garde et moi avons avancé en silence à travers le parking désert. Plus nous approchions de ma voiture, plus mon malaise grandissait. C'est alors que 3 silhouettes ont surgi de l'ombre, cachées derrière mon véhicule. Elles étaient accroupies, tapies dans l'obscurité, comme si elles attendaient quelque chose. Ou plutôt quelqu'un. Dès qu'elles ont aperçu le garde à mes côtés, elles ont pris la fuite sans demander leur reste, disparaissant dans la nuit sans un mot. J'ai su, à cet instant précis, que si je n'avais pas suivi le conseil du jeune homme étrange, si je n'avais pas demandé qu'on m'accompagne, je n'aurais peut-être jamais atteint ma voiture ce soir-là. Je ne l'ai jamais revu. Je ne sais pas qui il était, ni comment il savait ce qui allait se passer. Mais il m'a sauvé la vie. Quand j'avais 12 ou 13 ans, j'en ai 22 aujourd'hui,
j'ai vécu une expérience qui me trouble encore. Ce jour-là, j'étais avec mon oncle et ma sœur dans une immense église. L'architecture imposante, les vitraux colorés qui filtraient la lumière d'une manière presque irréelle, tout était impressionnant. Nous nous sommes assis en silence, admirant les lieux, absorbés par l'atmosphère paisible qui régnait autour de nous. À un moment, j'ai fermé les yeux pour prier. J'avais perdu un membre de ma famille quelques semaines auparavant et, dans ce lieu chargé de spiritualité, je ressentais le besoin de me recueillir. C'est alors que j'ai senti un flash de lumière à travers mes paupières. Une première fois, puis une autre. J'ai ouvert les yeux, déconcerté, et j'ai aperçu un homme, probablement âgé d'une trentaine d'années, en train de prendre des photos de moi alors que je priais. La situation était complètement absurde. Pourquoi, parmi tous les gens présents, ce type s'était-il mis en tête de photographier un gamin en train de prier? Mon oncle, qui a toujours eu un tempérament impulsif, n'a pas perdu une seconde. Il s'est levé brusquement et a confronté l'homme, lui demandant ce qu'il fichait exactement. Mais au lieu de réagir avec gêne ou agressivité, l'homme a répondu avec un sourire sincère, presque émerveillé. Il avait l'air heureux, même ravi de cette interaction inattendue. Il a expliqué d'un ton léger qu'il n'avait jamais entendu parler des églises auparavant, qu'il ignorait complètement le concept de prière et qu'il trouvait fascinant de voir des gens s'adresser à une entité supérieure. Ces paroles n'avaient aucun sens. Comment pouvait-il, à son âge, ignorer l'existence des églises et de la religion en général? Même sans être croyant, tout le monde en a au moins entendu parler. Pourtant, il parlait avec une telle assurance que, pendant un instant, j'ai eu du mal à remettre en question ce qu'il disait. Mon oncle, de son côté, n'avait pas envie de jouer à ce jeu. Il était en train d'évaluer si l'homme cherchait à provoquer une altercation et, pour éviter que la situation ne dégénère à l'intérieur d'un lieu de culte, nous avons préféré partir. Pendant des années, cet événement est resté un simple souvenir étrange, un de ces moments bizarres qui finissent par s'effacer dans le flot du quotidien. Mais il y a quelques mois, le sujet est revenu lors d'une discussion de famille. Nous parlions d'expériences étranges, et j'ai mentionné cette scène à l'église. Mon oncle a aussitôt réagi, mais pas comme je l'attendais. Il a simplement haussé les épaules et lâché que, selon lui, cet homme n'était probablement pas humain. Il a décrit une impression qu'il avait ressentie à ce moment-là, mais qu'il n'avait jamais partagée avec nous auparavant. Selon lui, cet homme dégageait une énergie étrange, une sorte de présence inexplicable qui lui avait immédiatement semblé anormale. Il était convaincu qu'il s'agissait d'un esprit ou d'une entité qui n'avait rien de terrestre. En y repensant, je me rends compte que j'avais moi aussi ressenti quelque chose d'indéfinissable. Ce n'était pas de la peur, ni même du malaise, mais une sensation troublante, comme si tout autour de nous s'était estompé à l'instant où cet homme s'était mis à parler. C'est difficile à expliquer, mais j'avais eu l'impression que le monde devenait flou, presque irréel, sauf lui. Comme si tout s'effaçait autour et qu'il était la seule chose nette, comme une cinématique dans un jeu vidéo où l'environnement devient secondaire. Je ne saurais dire ce qu'il était vraiment. Un homme excentrique? Un imposteur jouant un rôle pour des raisons inconnues? Ou quelque chose de plus étrange? Ce n'est pas l'expérience la plus inexplicable que j'ai vécue, mais elle reste l'une des plus marquantes. Mon père communique avec des proches et des amis disparus lorsqu'il est en état de méditation profonde, généralement juste avant de s'endormir. Ce n'est pas quelque chose dont il parle beaucoup, mais les rares fois où il partage ce qu'il a vécu, ses paroles suffisent à convaincre toute la famille. Il garde beaucoup pour lui, par nature ou par discrétion, mais ce qu'il laisse échapper est toujours fascinant. Un jour, il m'a raconté que ma tante, décédée depuis plusieurs années, lui était apparue au cours de l'une de ses connexions. Elle lui avait confié une chose troublante, presque irréelle. Selon elle, il existerait sur cette terre des êtres qui ne vieillissent jamais et qui ne meurent pas. Ils traverseraient les époques, errant parmi nous, invisibles aux yeux de ceux qui ne savent pas les reconnaître. Elle lui a également révélé qu'il en avait déjà croisé un. Sans le savoir, sans en avoir conscience. Mais bientôt, elle lui assurait qu'il en rencontrerait un autre. Et cette fois, il comprendrait.
Je ne sais pas quoi en penser. Croyez-moi ou non, mais j'ai toujours trouvé ces récits fascinants. Ce n'est pas un homme qui cherche à impressionner ou à inventer des histoires. Il ne s'attarde pas sur ces choses, il les vit, simplement, sans chercher à les analyser ou à leur donner une signification profonde. Pour lui, c'est juste ainsi. J'aimerais qu'il explore davantage ce don, qu'il s'y intéresse avec plus de curiosité, mais ce n'est pas dans sa nature. Il est un homme simple, qui accepte les choses sans trop se poser de questions. Et peut-être que c'est mieux ainsi. J'ai vu quelqu'un de vraiment étrange récemment. Une de ces rencontres qui déclenchent une peur viscérale, brutale, immédiate. Mon instinct n'a pas hésité un instant, c'était soit la fuite, soit l'attaque. Comme si mon corps avait compris quelque chose avant même que mon esprit ne puisse analyser la situation. Le plus troublant dans tout ça, c'est que j'avais l'impression d'être le seul à réagir ainsi. Comme si les autres ne la voyaient pas de la même manière que moi. Je me considère comme quelqu'un d'ouvert. Je ne juge pas les gens sur leur apparence ou leur comportement au premier regard. J'ai vécu dans des petites villes, des grandes métropoles, j'ai voyagé, changé de pays. J'ai croisé une multitude de personnes, toutes différentes, toutes semblables à leur façon. Pourtant, jamais je n'avais vu quelqu'un comme elle. Et jamais je n'avais ressenti une telle panique face à un inconnu. C'était en périphérie de la ville. Le soleil commençait à se coucher lorsque je suis entré dans une grande friperie appartenant à une chaîne nationale. Le genre de magasin aussi grand qu'un petit supermarché. Il y avait beaucoup plus de monde que d'habitude pour un soir de semaine, sans doute une de leurs soldes tournantes. Je ne sais pas pourquoi, mais au lieu d'aller directement dans les rayons habituels, j'ai marché tout droit vers le comptoir des bijoux. D'ordinaire, je ne m'y attarde jamais. Pourtant, ce fut mon premier réflexe en entrant, sans même y réfléchir. Le comptoir était inhabituellement bondé. Plusieurs employés aidaient des clients à choisir des bijoux exposés derrière les vitres. C'était bruyant, vivant, un chaos ordinaire. Et c'est là que je l'ai vue. Elle était appuyée contre le comptoir, penchée en avant, les bras tendus sur la surface vitrée, son corps plié d'une manière qui semblait impossible. Ses jambes aussi étaient courbées d'une façon étrange, comme si elles ne fonctionnaient pas tout à fait comme celles des autres. Elle était bien trop grande, bien trop mince. Son cou était allongé, presque exagérément. Sa peau n'était pas simplement pâle, elle était blanche. Blafarde. Ses vêtements étaient tout aussi incongrus. Elle portait un legging rose vif, trop court pour ses jambes démesurées, mal ajusté, comme un vêtement d'enfant étiré sur une silhouette bien trop grande. Ses cheveux, noirs comme l'encre, étaient coupés en un carré impeccable. Elle ne ressemblait à rien de ce qui l'entourait. Une anomalie au milieu de la foule. J'ai ressenti une peur primitive, brutale. Comme si mon esprit avait tiré une sonnette d'alarme bien avant d'avoir le temps de comprendre pourquoi. Je me suis éloigné, cherchant à mettre de la distance entre elle et moi. Mais en même temps, une partie de moi doutait. Peut-être que j'exagérais. Peut-être que c'était juste une femme avec une apparence particulière, et que mon cerveau réagissait de manière irrationnelle. Je suis revenu vers le comptoir, juste pour être sûr. Elle était toujours là, mais légèrement déplacée. Toujours appuyée sur le comptoir, toujours servie par un employé, toujours au milieu des clients qui semblaient totalement indifférents à sa présence. J'ai observé son reflet dans le verre du comptoir avant de relever les yeux vers elle. Le reflet m'a terrifié. Son visage était petit, rond, d'un blanc cadavérique. Ses yeux étaient humains, mais étrangement ronds, noirs et vides, comme s'ils n'avaient aucune profondeur. Elle portait du maquillage grossier, appliqué comme si un enfant l'avait dessiné, 2 cercles roses sur les joues, de lourds sourcils tracés au crayon noir. J'ai sursauté. Mes yeux se sont levés directement vers son visage pour vérifier si le reflet était déformé. Il ne l'était pas. Tout en elle semblait fonctionner sur une mécanique différente, comme si elle essayait d'imiter quelque chose qu'elle n'était pas. Il y avait quelque chose d'artificiel dans sa gestuelle, une absence totale d'émotion,
une manière d'interagir avec le monde qui ressemblait plus à une tentative maladroite qu'à une véritable présence humaine. Cette femme ne jouait pas le rôle d'un être humain. Elle essayait de se fondre parmi nous. J'ai quitté la section des bijoux, tentant de rationaliser ce que je venais de voir. Mais mon cœur battait trop vite. Mon instinct n'était pas rassuré. Quelques minutes plus tard, alors que j'avançais dans les allées du magasin, je l'ai vue à nouveau. Elle poussait un chariot, avançant dans ma direction. Il n'y avait personne d'autre dans l'allée. Son corps semblait s'accrocher au chariot comme si elle s'y appuyait pour marcher, son dos courbé vers l'avant, ses jambes continuant de se plier d'une façon inexplicable derrière elle. Elle ne m'a pas regardé, ne m'a même pas semblé consciente de ma présence. Son expression était la même, neutre, vide, absente. Ses yeux, toujours aussi noirs, n'avaient pas la moindre lueur de conscience. Je ne sais pas ce que j'ai vu ce soir-là. Qui elle était. Si d'autres l'ont perçue comme moi aussi, pour eux, elle n'avait rien d'anormal. Tout ce que je sais, c'est que jamais auparavant je n'avais ressenti une telle terreur simplement en regardant quelqu'un. Si quelqu'un a déjà vu ou entendu parler de quelque chose de similaire, j'aimerais le savoir. Parce que même après tout ce temps, je n'arrive toujours pas à comprendre ce que j'ai croisé ce soir-là. À une époque, je travaillais comme voiturier dans un grand casino et complexe hôtelier du Midwest. C'était un établissement prestigieux, avec une clientèle variée, allant des joueurs occasionnels aux habitués fortunés. La plupart du temps, les clients se fondaient dans la masse. On garait leurs voitures, on les saluait, et on les oubliait aussitôt. Mais il y a eu une fois, une seule, où un homme a laissé une impression si étrange que tout le monde en parlait encore longtemps après son passage. Il était arrivé en début d'après-midi, sans rien d'anormal à première vue. Son véhicule était des plus ordinaires, pas de modèle tape à accent grave-l'œil ni de voiture de luxe. Il était seul, ce qui n'était pas rare pour un homme de son âge, probablement entre 35 et 40 ans. Grand, cheveux noirs de jais, costume entièrement noir, il avait pourtant quelque chose qui dérangeait instantanément. Dès que je l'ai accueilli, j'ai ressenti un malaise difficile à expliquer. Son visage était ce qui me troublait le plus. C'était comme si la partie supérieure et inférieure de son visage ne correspondaient pas. Son regard était vide, totalement déconnecté de ses expressions faciales. Lorsqu'il souriait, sa bouche affichait un rictus poli, mais ses yeux ne reflétaient rien, aucune émotion, aucun éclat de vie. Et lorsqu'il ne souriait pas, au contraire, son regard devenait beaucoup trop intense, comme s'il cherchait à sonder quelque chose sans vraiment s'impliquer. Il a pris ses clés et s'est dirigé vers l'intérieur du casino. Généralement, les clients qui viennent seuls passent plusieurs heures à jouer ou à se détendre dans l'établissement. Mais lui n'est resté qu'une heure à peine avant de repartir. Ce qui était inhabituel. J'ai pris ma pause après son départ et, en arrivant en salle de repos, j'ai découvert que je n'étais pas le seul à avoir remarqué quelque chose d'étrange. Plusieurs employés parlaient déjà de lui. Il s'était montré particulièrement sociable, abordant les clients au hasard et engageant des conversations sans raison apparente. Pourtant, personne ne semblait à l'aise en sa présence. Il y avait quelque chose en lui qui mettait tout le monde sur ses gardes, un malaise diffus, une sensation d'être face à quelque chose qui, malgré son apparence humaine, ne l'était peut-être pas totalement. Le casino disposait d'un logiciel de reconnaissance faciale sophistiqué, utilisé pour identifier les joueurs réguliers, les personnes interdites de jeu ou celles qui s'étaient auto-exclues. Ce jour-là, l'un des responsables de la sécurité a créé un profil pour lui dans le système, afin de garder une trace de son passage. Habituellement, une fois ce processus terminé, les employés n'entendaient plus jamais parler du client en question, la surveillance fonctionnant en circuit fermé. Mais un jour, une amie qui travaillait dans ce service m'a demandé si je me souvenais de cet homme. Je lui ai répondu que tout le monde en parlait encore de temps en temps et que, oui, il m'avait mis mal à l'aise. C'est alors qu'elle m'a révélé un détail encore plus troublant. Le système de reconnaissance faciale avait trouvé une correspondance avec une autre personne enregistrée dans la base de données du casino. Pourtant, ce n'était pas un homme. C'était une femme.
D'après les archives, cette femme était venue seule plusieurs années auparavant. Elle aussi avait fait un simple tour du casino avant de repartir presque immédiatement, sans vraiment s'attarder. Les images des caméras montraient une personne totalement différente, aucun lien apparent avec l'homme en costume noir. Et pourtant, le logiciel insistait, la structure osseuse correspondait parfaitement. L'équipe de surveillance avait conclu qu'il s'agissait d'un bug du système, une simple erreur d'algorithme. Mais le doute planait. Comment une femme et un homme, sans aucun trait commun, pouvaient-ils être identifiés comme étant la même personne par un logiciel conçu pour distinguer précisément les visages? À partir de ce jour, les voituriers du casino ont commencé à se rappeler cette étrange visite en plaisantant à moitié, surnommant l'homme « le jour où Satan est venu au casino ». Mais au fond, ce n'était pas vraiment une blague. Je n'ai jamais raconté ce que mon ami de la surveillance m'a confié à qui que ce soit. Jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas qui, ou quoi, était cet homme, mais une chose est sûre, quelque chose dans cette rencontre dépassait de loin la simple étrangeté. À l'époque où je travaillais comme réceptionniste dans un hôtel, il y avait une période, autour de Noël et du Nouvel An, où un homme particulièrement étrange a séjourné chez nous. Chaque soir, il restait planté devant la réception, me parlant pendant des heures d'une manière saccadée et artificielle, son ton oscillant entre le détachement et une sorte d'exagération étrange. Il racontait qu'il était un ami proche de la princesse Diana, qu'il avait travaillé sur des projets robotiques ultra secrets, et que la technologie sur laquelle il avait œuvré était en avance de 100 ans sur tout ce qui existait actuellement. Dès le début, quelque chose clochait chez lui. Ses histoires n'avaient ni queue ni tête, et son comportement me mettait mal à l'aise. Il dégageait une présence qui n'avait rien d'habituel, une sorte de froideur sous-jacente, un décalage qui ne ressemblait pas aux excentricités habituelles des clients un peu bizarres qui passaient dans l'hôtel. Puis un soir, il est allé encore plus loin. Il a commencé à parler de lui-même comme s'il n'était pas une personne, mais une chose. Il disait qu'il était en fait un robot, qu'il s'était construit lui-même, et que tout ce qu'il savait, il l'avait appris en observant les humains. Il n'était pas comme nous, il n'avait fait qu'apprendre à nous imiter. Je me suis contenté de l'écouter en hochant la tête, convaincu qu'il souffrait de troubles psychologiques. Ce n'était pas rare de voir des clients un peu dérangés dans cet hôtel, alors je ne me suis pas trop attardé sur ses propos. Jusqu'à ce qu'il mentionne un détail particulier, quelque chose qu'il répétait comme une sorte de révélation, la seule raison pour laquelle les gens finissaient par comprendre qu'il n'était pas humain, c'était parce qu'il n'avait pas d'ongles de pied. Cette phrase m'a marqué sur le moment, mais je l'ai vite balayée de mon esprit. Du moins, jusqu'au soir du Nouvel An. Ce soir-là, il est sorti de sa chambre vêtu d'un simple pyjama, pieds nus. Il s'est approché du comptoir, marchant calmement à travers le hall, et c'est seulement à ce moment-là que j'ai baissé les yeux. Ses pieds n'avaient pas d'ongles. Rien. Pas même la trace d'une base, pas une imperfection, pas un creux, juste une surface lisse et continue, comme si ses orteils avaient été sculptés d'un seul bloc. Mais ce n'était pas seulement ses pieds. Son corps entier semblait trop uniforme. Pas une cicatrice, pas un bouton, pas une veine visible. Une peau immaculée, sans rides ni taches, pourtant il avait clairement l'allure et le comportement d'un homme de 70 ans. Ce n'étaient pas des prothèses. Ce n'étaient pas des pieds artificiels ou des implants. C'était simplement pas normal. Je n'ai rien dit. J'ai ressenti une peur sourde, une sensation de malaise profond que je n'avais jamais expérimenté auparavant. Ce n'était plus juste un vieil homme dérangé racontant des histoires délirantes. Il y avait quelque chose d'autre, quelque chose qui dépassait l'étrange, quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Je ne sais pas ce qu'il était. Mais encore aujourd'hui, quand je repense à lui, une seule certitude me traverse, ce n'était pas un humain. Après plusieurs décennies passées dans le service, principalement derrière un bar, j'ai croisé mon lot de clients étranges. Des gens qui semblaient tout simplement ne pas coller avec le décor, comme s'ils étaient là par erreur, ou peut-être pour une raison que je ne pouvais pas comprendre. Mais il y a un client en particulier qui me revient en tête encore aujourd'hui. C'était il y a quelques années, en plein après-midi,
juste après l'ouverture. Il devait être entre 15 et 16 heures, un créneau où l'on reçoit peu de monde, ce qui fait que j'étais seul dans le bar lorsque cet homme est entré. Petit, la cinquantaine bien avancée, il s'est dirigé d'un pas assuré vers le comptoir et m'a commandé un Old Fashioned. Rien d'inhabituel jusque-là. Par réflexe, je lui ai demandé s'il avait une préférence pour le whisky, bourbon, riz, etc. mais il a simplement balayé ma question d'un geste distrait, comme si ça n'avait aucune importance. Ce jour-là, je travaillais dans un bar à cocktails plutôt raffiné, alors j'ai pris l'initiative de lui préparer une version haut de gamme du Old Fashioned, en utilisant un bon whisky, plutôt que la version classique de l'Happy Hour. Parfois, je faisais ça pour les clients du début d'après-midi, histoire de fidéliser ceux qui pourraient revenir. Et puis, j'étais fier de mes Old Fashioned. J'ai déposé son verre sur le comptoir, encaissé la commande, puis je suis retourné à mes tâches habituelles. Mais alors que je m'apprêtais à m'éloigner, il m'a arrêté net avec une question totalement inattendue. « Est-ce que vous êtes un génie ?» Une question aussi étrange que soudaine. Pourtant, sans vraiment réfléchir, j'ai répondu naturellement, sans sarcasme ni plaisanterie. Je lui ai simplement dit que je ne me considérerais pas comme un génie. Il a hoché la tête, comme s'il venait de cocher une case dans une liste mentale. Puis il a enchaîné sur une autre question, tout aussi déconcertante. Il voulait savoir ce que je pensais d'Einstein. Je ne savais pas trop où il voulait en venir, alors je lui ai demandé de préciser. Il a reformulé « Est-ce que je pensais qu'Einstein avait raison ?» J'ai répondu que c'était tout à fait possible qu'il ait fait des erreurs. Je lui ai retourné la question, mais il s'est contenté de hausser les épaules avant de déclarer qu'il n'était pas un génie. La conversation était étrange, presque irréelle, mais au lieu d'être agacé par ces questions sorties de nulle part, je me suis surpris à lui répondre avec une sincérité inhabituelle. À l'époque, j'avais tendance à être un alcoolique un peu bagarreur, du genre à lancer des débats juste pour le plaisir d'avoir le dernier mot. Pourtant, avec lui, il n'y avait aucun jeu, aucun affrontement. Tout semblait se dérouler selon un rythme précis, comme si ce moment avait déjà été écrit quelque part. Il a continué, changeant encore une fois de sujet. Il voulait savoir où je me situais politiquement. C'était une période tendue, marquée par une polarisation extrême, et surtout à San Francisco, où les débats entre gauche et droite prenaient souvent une tournure explosive. Pourtant, au lieu de donner une réponse évasive ou provocatrice, j'ai simplement souri et répondu honnêtement que j'étais plutôt modéré. Son expression a changé. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que j'étais une bonne personne. Puis il a posé son verre, à peine entamé, et s'est dirigé vers la sortie. Sans trop savoir pourquoi, j'ai ressenti le besoin de le remercier. J'ai quitté le bar pour le rattraper et lui serrer la main. Mais à ma grande surprise, il a eu un mouvement de recul. Pendant une fraction de seconde, il semblait terrifié à l'idée que je le touche. J'ai donc arrêté mon geste et me suis contenté de lui tendre la main à distance, en le remerciant simplement pour son compliment. Il est resté figé, presque perdu, comme si je venais de briser une règle implicite. Puis, après un instant d'hésitation, il a fini par me serrer la main avant de partir. Je ne sais pas qui était cet homme, ni pourquoi il m'a parlé de cette façon, mais cette rencontre m'a marqué au point d'y repenser encore aujourd'hui, presque chaque semaine. C'était comme s'il était venu pour me tester, pour voir comment j'allais répondre à ses questions, comme si chaque phrase que je prononçais avait une importance que je ne comprenais pas. Je ne saurais jamais ce qu'il cherchait, ni pourquoi cette interaction m'a laissé un sentiment aussi étrange. Mais quelque chose dans sa manière d'être, dans la façon dont cette conversation s'est déroulée, m'a toujours donné l'impression qu'il n'était pas juste un client ordinaire. Comme si, d'une manière ou d'une autre, il savait déjà qui j'étais avant même d'entrer dans ce bar. J'ai travaillé plusieurs années dans une station-service, principalement de nuit. J'y ai croisé pas mal de gens étranges, surtout des toxicomanes ou des personnes mentalement instables, mais quand je repense à toutes ces nuits passées derrière le comptoir, il y a un visage en particulier qui me revient immédiatement en tête. L'interaction n'a duré que quelques secondes, à peine 10 peut-être. Rien de spectaculaire, rien de réellement marquant en apparence, et pourtant,
malgré les années qui ont passé, ce moment est resté gravé en moi. Il devait être aux alentours de 22 heures. La station était calme, comme souvent à cette heure-là. Je me tenais derrière la caisse, tuant le temps en attendant qu'un client se présente. Un vieux modèle de Buick est entré sur le parking. Le conducteur est sorti de la voiture en laissant le moteur tourner, garé de travers, perpendiculairement aux places de stationnement, les phares allumés, la porte conducteur grande ouverte. Jusque-là, rien d'alarmant, juste un comportement un peu étrange. L'homme s'est avancé vers l'entrée. Il avait l'air plutôt ordinaire à première vue, mais quelque chose dans son visage me dérangeait. Sa peau semblait trop tendue, comme si elle ne s'adaptait pas parfaitement à la structure osseuse en dessous. Son expression était figée dans une espèce de rictus crispé, douloureux, et pourtant il avançait d'un pas vif, trop rapide pour quelqu'un de son âge. Ses mouvements étaient saccadés, presque mécaniques, comme s'il n'était pas tout à fait maître de son corps. Puis il a levé les yeux vers moi. Son regard m'a glacé instantanément. Ses yeux étaient d'un bleu si clair qu'ils en paraissaient presque blancs, délavés, comme vidés de toute chaleur. Le contact visuel n'a duré qu'une fraction de seconde, mais j'ai senti quelque chose d'inhabituel, de profondément dérangeant. C'était comme si une lame de glace venait de me transpercer en plein cœur. Chaque poil sur mon corps s'est dressé d'un seul coup, mon estomac s'est noué et un frisson m'a parcouru des pieds à la tête. Une peur pure, viscérale, un instinct de recul si puissant qu'il m'a coupé le souffle. Il a demandé son chemin, me donnant un nom de lieu qui ne me disait absolument rien. Dans une petite ville de 2500 habitants, je connaissais pourtant chaque rue, chaque quartier, chaque endroit digne d'intérêt. Ce qu'il cherchait n'existait pas ici. Soit il s'était trompé de comté, soit il me parlait d'un lieu qui n'existait tout simplement pas. Je lui ai dit que je ne pouvais pas l'aider. Il n'a pas insisté. Sans un mot de plus, il a tourné les talons et a quitté la station aussi brusquement qu'il était entré. Toute la scène n'a duré que quelques instants. Un passage fugace, presque anodin, mais cette sensation que j'ai ressentie en croisant son regard n'a jamais disparu. C'était comme si, l'espace d'une seconde, j'avais été face à quelque chose qui n'était pas censé être là. Quelque chose qui n'était pas humain. Rien d'évidemment surnaturel ne s'était produit. Juste un vieil homme un peu étrange, une demande de direction absurde, un malaise inexplicable. Mais je sais ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Un avertissement, une alerte silencieuse qui m'a laissé une certitude glaciale. Cet homme, ou quoi que ce soit qui se cachait derrière ces traits humains, n'était pas comme nous. Je pense que certaines personnes vivent en cohabitation. Je ne connais pas d'autres mots pour le décrire. Ce phénomène peut être d'origine génétique, comme une sorte de malédiction familiale, ou bien attaché à une personne, capable de sauter d'un individu à un autre, lié à un lieu ou même soumis à d'autres singularités. Parfois, ces cohabitations semblent relativement inoffensives, mais selon ma théorie, une immersion prolongée avec des entités d'une autre dimension est toujours une sorte de pacte faustien. Ces présences offrent souvent un certain avantage, chance, charisme, force, intelligence, mais elles exigent toujours quelque chose en retour. Elles imposent une forme de tribut, un prix à payer qui n'est pas toujours visible immédiatement. Interagir avec elles, de près ou de loin, c'est jouer avec le feu. On peut en tirer un bénéfice, comme dans le monde des affaires par exemple, mais la nature même de ces échanges est toujours teintée d'une corruption subtile. J'ai passé plusieurs années en prison fédérale, aux côtés de certains des pires détenus du pays. Curieusement, j'y ai rencontré moins de cohabités que ce qu'on pourrait imaginer. En revanche, dans mon milieu professionnel d'avant, j'en ai croisé bien plus. Fréquenter les marges du monde, les zones d'ombre où tout se joue loin des regards, rend inévitable la rencontre avec ces êtres qui ne sont pas tout à fait comme nous. Mon don, ou ma malédiction, me permet de voir ces choses sous une forme physique. Ce n'est pas une hallucination, ce n'est pas une impression. C'est une sorte de présence flottante, toujours identifiable lorsqu'on sait quoi chercher. Certains individus semblent être totalement copilotés, habités en permanence. D'autres le sont de manière plus sporadique, comme un peintre de génie qui,
dans certains moments, est guidé par une force extérieure qui oriente son geste, sa vision, son esprit. Dans ces instants de transe, il crée des miracles. Mais la majorité du temps, cette présence reste tapie, invisible, sans chercher à se dévoiler. Presque toutes les entités que j'ai rencontrées ressemblaient davantage à une malédiction qu'à une bénédiction. Quand on dit qu'une personne est démoniaque, qu'elle est rongée par ses démons, drogue, alcoolisme, jeu d'argent, autodestruction, parfois, ce n'est pas juste une métaphore. Certaines de ces personnes ont littéralement des entités en elles. Et ces entités ne sont pas belles à voir. Je pense qu'elles ne peuvent pas totalement masquer leur apparence. Parfois, elles essaient de jouer sur les mots, d'esquiver les soupçons avec des phrases toutes faites du type « ne juge pas un livre à sa couverture ». Mais si l'image que mon esprit perçoit est celle d'une créature avec un bras couvert de serpent ou un visage en décomposition, c'est qu'il y a une raison. Ce n'est pas un choix de leur part, mais plutôt une traduction visuelle que mon esprit me fournit pour essayer de me donner un aperçu de leur véritable nature. Certaines personnes peuvent les sentir, les entendre, ou même capter leur présence par d'autres moyens sensoriels. Moi, j'ai une reconnaissance tactile de leur énergie. J'imagine qu'il existe d'autres formes de perception permettant de comprendre que l'on interagit avec quelque chose d'inhabituel. Le plus terrifiant, c'est qu'on peut cohabiter avec ces entités sans même s'en rendre compte. Elles peuvent être un conjoint, un parent, un frère, une sœur. Et personne ne réalise qu'il se passe quelque chose d'anormal. Tout est attribué à des troubles mentaux, à des comportements étranges. Mais j'ai vu des malades mentaux, et j'ai vu ces autres choses. Ce ne sont pas les mêmes. Les expériences les plus troublantes que j'ai vécues en prison impliquaient souvent des détenus atteints de graves troubles psychiatriques. L'un d'eux, en particulier, semblait capable d'interagir avec d'autres présences à travers un miroir. Mais il n'avait pas les mots pour l'expliquer. Il passait pour un fou, gavé de médicaments, jeté d'une cellule à l'autre, sans que personne ne comprenne ce qui se passait réellement. Je pense que certaines personnes peuvent volontairement inviter ces présences à entrer dans leur vie. Le consentement semble jouer un rôle clé, mais ces entités ont des moyens subtils de contourner ce principe, par le langage, la manipulation, ou en exploitant les faiblesses de ceux qui croisent leur chemin. Il est tout à fait possible de passer des années sans croiser l'une de ces choses. Moi-même, je n'en vois que très rarement autour de moi. Mais lorsque l'une d'elles entre dans mon cercle, cela finit toujours en catastrophe. Ces interactions prolongées détruisent tout sur leur passage. Une chose que ces entités font toujours, c'est chercher un contact visuel prolongé. Lorsqu'elles utilisent un humain comme hôte, elles ne peuvent s'empêcher d'essayer d'établir cette connexion. Elles n'ont même pas besoin d'un corps pour se manifester, mais c'est sous cette forme qu'elles sont le plus souvent rencontrées. Le regard est la clé. En soutenant leur regard, elles peuvent établir une sorte de poignée de main. Je ne sais pas exactement comment cela fonctionne, cela doit dépendre du fonctionnement propre à chaque esprit humain. Mais je sais que c'est un risque. Le mieux est d'éviter de les regarder directement, de les garder dans son champ périphérique. L'œil humain traite l'information plus rapidement sur les bords du champ de vision, et j'ai remarqué que cela me permettait de mieux les distinguer. Comme si leur présence causait une perturbation subtile dans l'espace autour d'eux. À travers un contact visuel prolongé, ces entités peuvent offrir des visions d'autres mondes, des vérités cachées ou des expériences transcendantes. Parfois, ces visions sont merveilleuses, mais elles peuvent aussi être terrifiantes, inimaginablement hostiles. Je suis persuadé que si l'on se laisse aller, si l'on cède trop longtemps au regard, il est possible de perdre quelque chose d'essentiel. Comme si notre conscience pouvait être arrachée, détachée de notre propre perception. Ce qui se cache derrière cette expérience est peut-être lié à la lumière, aux réflexions des photons, ou à un phénomène que nous ne comprenons pas encore. Je ne suis pas scientifique. Mais je sais ce que j'ai vu. Je sais aussi que, lorsqu'on se retrouve face à l'une de ces choses, il faut garder son esprit ancré, rester vigilant. Certaines entités sont liées à un lieu, d'autres se déplacent librement. Certaines suivent une lignée, une famille, d'autres peuvent être invoquées ou se cacher en pleine vue, sans que personne ne s'en aperçoive. Leur capacité à se dissimuler est leur plus grande force. Si vous pouvez les voir, elles le savent immédiatement.
Et elles feront tout pour vous convaincre que vous vous trompez. Il n'y a pas de règles absolues. Chaque rencontre est un pari. Mais s'il y a une seule chose à retenir, si vous croisez quelqu'un et que son regard vous met mal à l'aise, détournez les yeux. Un dimanche, aux alentours de 2011, j'ai vécu ce que je peux seulement qualifier de véritable observation d'OVNI. C'était un objet argenté, de forme ovale, presque comme un œuf, suspendu très haut dans le ciel, juste au-dessus de ma maison, en direction du nord-ouest. Il est resté là pendant des heures, immobile, défiant toute logique. Toute ma famille l'a vu. À un moment donné, l'objet a commencé à émettre une lueur bleue, intense et étrange. Je suis rentré brièvement à l'intérieur pour prendre un verre d'eau et, bien sûr, quand je suis ressorti, il avait disparu. Comme c'est souvent le cas avec ce genre de phénomène. J'avais une vieille caméra bon marché, un modèle qui aurait été digne d'un film sorti directement en DVD, et j'ai réussi à enregistrer une partie de l'observation. Mais la qualité était médiocre et la batterie a rendu l'âme avant que je puisse capturer cette fameuse lueur bleue. La vidéo elle-même est presque inutilisable, surtout avec le bruit de fond de ma famille qui discutait et plaisantait tout du long. Le lendemain matin, aux alentours de 6 heures, je suis allé chercher mon patron pour le conduire à Washington DC. J'étais au chômage à l'époque, et il m'avait proposé ce petit boulot de chauffeur après s'être cassé la jambe. Il habitait juste à quelques maisons de chez moi. À peine avions-nous parcouru notre premier virage que son pneu a éclaté. Mauvais timing. Nous nous sommes garés sur le bas-côté pour le changer. Pendant que nous étions en train de bosser là-dessus, un homme est passé juste à côté de nous, poussant une poussette. Il m'a immédiatement semblé bizarre. Il marchait d'une façon étrange, avec un mélange de raideur et de léger rebond, comme si ses chaussures le gênaient. Il était pâle, chauve, plutôt costaud, et vêtu d'une tenue qui jurait complètement avec la situation, chemise blanche impeccable, pantalon noir, chaussures noires, lunettes de soleil. Il ressemblait plus à un agent du gouvernement qu'à un père de famille en promenade matinale. Mais le détail le plus troublant, c'était la poussette. Je n'ai vu aucun bébé à l'intérieur. Quand il a traversé la route, l'un des pneus a heurté la bordure du trottoir avec un choc assez violent. La poussette a rebondi, comme si elle était vide. Pas un bruit. Pas un cri de bébé. Pas de mouvement sous une couverture. Rien. C'est là que mon esprit s'est emballé. D'ordinaire, je n'aurais sans doute pas prêté plus d'attention à ce type, mais après ce que j'avais vu la veille dans le ciel et ce fichu pneu qui avait éclaté au pire moment, tout semblait prendre un sens plus étrange. Était-il juste un homme en promenade? Pourquoi portait-il une tenue qui ressemblait à celle d'un agent fédéral? Pourquoi promenait-il ce qui semblait être une poussette vide à 6 heures du matin? J'ai essayé de me raisonner. Peut-être que l'enfant était simplement profondément endormi, bien emmitouflé sous une couverture. Peut-être que tout ça n'était que des coïncidences sans importance. Mais l'idée que cet homme ait pu saboter le pneu et qu'il nous surveillait m'a traversé l'esprit. Après tout, mon patron était impliqué dans des affaires, disons, douteuses. Son travail était loin d'être conventionnel. J'ai fini par ne plus jamais revoir cet homme. Peut-être que tout ça n'était que des événements anodins enchaînés dans un timing étrange. Même l'OVNI pourrait avoir une explication rationnelle. Mais une partie de moi ne peut s'empêcher d'imaginer une autre version de l'histoire. Il y a une vingtaine d'années, je travaillais dans le centre-ville de Las Vegas et, presque tous les soirs, je faisais le trajet à pied jusqu'au McDonald's situé dans le Fitzgerald Hotel and Casino, aujourd'hui connu sous le nom de The Las Vegas. C'était une habitude bien ancrée, un petit rituel avant ou après le travail, entre 18h et 21h. Une de ces nuits-là, alors que je marchais tranquillement en direction du restaurant, un couple m'a abordé. Ils avaient l'air un peu perdus et m'ont demandé où se trouvait un distributeur automatique. Rien d'anormal en soi, c'était un quartier touristique, et il arrivait souvent que des visiteurs cherchent un guichet à proximité. Ils avaient l'allure typique des touristes, peut-être des petits sacs à dos, ou quelque chose du genre qui renforçait cette impression. Comme je connaissais bien le coin,
je leur ai indiqué un ATM situé à proximité, probablement celui du bâtiment de la Bank of America, même si je ne peux pas en être certain aujourd'hui. Le secteur était un peu désert à cette heure-là, les bureaux ayant fermé, mais ce n'était qu'à quelques pâtés de maisons de Fremont Street, donc je ne me suis pas méfié. Par précaution, j'ai même décidé de les accompagner une bonne partie du chemin. Tout semblait normal jusqu'au moment où nous sommes arrivés à une dizaine de mètres du distributeur. C'est là que les choses ont pris une tournure étrange. Je me suis arrêté, leur ai fait un geste de la main en direction de la machine, m'attendant à ce qu'ils s'en approchent pour effectuer leur retrait. Mais au lieu de ça, ils sont restés figés sur place. Ils ne bougeaient pas, ne parlaient pas, ne montraient aucun signe qu'ils allaient utiliser l'ATM. Juste là, immobile, l'air complètement déphasé. Le type, en particulier, avait une expression indescriptible. Pas de l'agressivité, pas de suspicion, rien de ce que j'aurais pu associer à une tentative d'arnaque ou de vol. Non, c'était un autre genre de malaise. Il semblait totalement perdu, comme s'il ne savait tout simplement pas quoi faire devant cet appareil. Son regard était fixe, vidé, presque absent. Une expression figée, comme un écran qui aurait cessé de fonctionner en plein milieu d'une vidéo. J'ai essayé de briser l'étrange silence en lançant un « voilà », c'est là ou un « bonne soirée » avant de repartir, préférant éviter de rester dans cette situation inconfortable. À mesure que je m'éloignais, je jetais quelques regards en arrière, mais ils n'avaient pas bougé d'un centimètre. Toujours là, face à l'ATM, comme s'ils attendaient quelque chose, ou qu'ils ne comprenaient même pas ce qu'ils voyaient. Je n'ai jamais su quoi penser de cette rencontre. Ce n'était pas juste un moment gênant ou une situation étrange, c'était autre chose, une sensation d'irréalité qui m'est restée en tête depuis. Le souvenir le plus précis que j'en ai encore aujourd'hui, c'est le visage de cet homme, son crâne légèrement aplati, et cette impression dérangeante que, d'une façon ou d'une autre, il n'était pas à sa place. À l'époque du lycée, un jour où les cours avaient été écourtés, l'idée d'aller voir le film La colline a des yeux, le remake d'Alexandre Aja, s'est imposée comme une évidence. La séance d'après-midi d'un film d'horreur en pleine semaine garantissait une salle pratiquement vide, ce qui semblait parfait. Une fois sur place, c'était bien le cas. L'endroit était désert, à une exception près, une vieille femme assise tout au bout d'une rangée, juste à l'entrée du cinéma. Peu importe où s'installer, il fallait forcément passer devant elle. Dès l'entrée dans la salle, elle regardait déjà en direction du couloir, comme si elle attendait. Son visage, figé et lisse malgré les rides, ne trahissait aucune émotion. Pas de lassitude, pas d'agacement, pas même l'ombre d'une expression humaine reconnaissable. Ce n'était pas un simple manque d'expression, mais une absence totale, une neutralité qui ne semblait pas naturelle. En passant devant elle, un malaise s'est installé, renforcé par l'échange silencieux d'un regard inquiet avec Zek, qui avait visiblement ressenti la même chose. Le besoin d'une pause s'est fait sentir. Quitter son siège et traverser la salle signifiait passer à nouveau devant la vieille femme, ce qui n'était pas envisageable. Un détour par l'autre allée, plus longue mais moins oppressante, s'imposait comme la seule solution. Rester immobile ne faisait qu'accentuer le poids de la présence de cette femme. Le regard s'est porté sur elle, cherchant une explication logique à sa présence dans cette salle, à cette heure, pour un film aussi brutal. Un geste de la main pour capter son attention n'a provoqué aucune réaction. Une tentative plus insistante, une voix lancée dans le silence de la salle, et pourtant, toujours rien. L'absence de réaction devenait plus dérangeante que la présence elle-même. Après ce qui a semblé être une éternité, la vieille femme a fini par tourner lentement la tête. Dès cet instant, le regret a été immédiat. Son regard pesait, comme s'il exerçait une force tangible, quelque chose de lourd, d'indéfinissable. L'air semblait se densifier autour d'elle. La tentative de conversation n'a servi à rien d'autre qu'à accentuer l'étrangeté de la situation. Son visage est resté impassible, jusqu'au moment où, sans transition, une expression est apparue, fugace mais perceptible. Une frustration ? Peut-être. Une réponse silencieuse qui n'a duré qu'une fraction de seconde, avant d'être remplacée par un sourire. Un sourire large, trop large,
révélant des dents cerclées d'un appareil dentaire rouillé, archaïque, comme figé dans le temps. Des filets de salive ont commencé à s'écouler lentement des coins de sa bouche, épaississant encore l'horreur de la scène. L'instant suivant, les lumières de la salle se sont éteintes d'un coup, plongeant l'espace dans une obscurité quasi totale. Un grésillement sourd a retenti dans les haut-parleurs. Une montée d'adrénaline, un mouvement précipité hors du siège, un seul objectif en tête, sortir, sans passer à proximité d'elle. Une fois dehors, la panique n'a pas disparu. Un instant de confusion, l'impression de ne plus savoir où se trouvait la voiture. Ce n'est qu'en se rappelant que Zec avait conduit qu'un autre frisson a traversé l'échine. S'il était retourné dans la salle, il était peut-être encore là, seul. Le téléphone a été dégainé à la hâte, le numéro composé avec fébrilité. La sonnerie n'a pas tardé à retentir, mais pas à l'autre bout du fil. Elle provenait de la voiture garée quelques places plus loin. Zec était là, enfermé dans l'habitacle, un joint à la main, perdu dans la musique. Il n'avait pas cherché à entrer à nouveau dans la salle. Son absence n'avait rien à voir avec une envie soudaine d'échapper à un film d'horreur. Il avait senti quelque chose. Même sans l'expliquer, il avait su qu'il valait mieux ne pas rester. Lorsqu'il a entendu le récit de ce qui s'était passé après son départ, il a secoué la tête. Puis, sans prévenir, il a lâché une phrase qui a figé l'instant. Il avait vu la vieille femme aux toilettes. La phrase est restée en suspens, comme inachevée. Il a voulu en dire plus, mais aucun mot n'a suivi. Son visage s'est décomposé, et il s'est mis à pleurer. Pas une simple larme de malaise, mais un effondrement total. Il n'a jamais terminé sa phrase. Après cet épisode, tout a changé. La distance s'est installée, imperceptible d'abord, puis évidente. Même en fréquentant la même université, les chemins ont fini par se séparer. Peut-être que cette journée avait marqué la fin d'une amitié, ou peut-être qu'elle n'avait été que le catalyseur d'un éloignement inévitable. Mais une chose était certaine, ce moment précis avait laissé une empreinte indélébile. Et il valait mieux ne jamais chercher à comprendre ce que Zec avait vu. Parmi les récits les plus troublants d'attaques présumées par des entités non humaines, deux affaires reviennent souvent, et elles sont particulièrement dérangeantes par les détails inexplicables qui les entourent. Le premier cas est celui de Todd 6, un homme vivant près d'une montagne en Pennsylvanie. Un matin, il est parti en quad pour observer les cerfs, comme il en avait l'habitude. Mais cette fois-là, il n'est jamais rentré. Une vaste opération de recherche a été déclenchée, mobilisant des équipes fouillant la zone pendant toute une journée sans trouver la moindre trace de lui, si ce n'est son quad abandonné au sommet de la montagne. C'est seulement le deuxième jour que son corps a été découvert, à une distance étonnamment proche de sa maison, dans un endroit qui avait pourtant déjà été minutieusement inspecté. Son cadavre était dans un état effroyable, totalement exsangue, comme vidé de son sang, et visiblement tombé d'une très grande hauteur. Ses vêtements et ses chaussures étaient éparpillés sur une large zone, et l'un de ses bottes se trouvait à plus de 20 mètres de hauteur, coincé dans un arbre. L'affaire a pris une tournure encore plus étrange lorsque des agents fédéraux et des représentants du gouvernement ont débarqué, prenant en charge l'enquête d'une manière qui a immédiatement alerté la famille. Non seulement ils ont refusé de rendre le corps à ses proches, mais ils ont aussi gardé le silence sur les causes exactes de son décès. Ce qui rend cette affaire encore plus terrifiante, ce sont les témoignages concordants de deux agriculteurs de la région, considérés comme fiables. Ce matin-là, ils ont vu un objet volant stationné au-dessus du sommet de la montagne. Un faisceau de lumière est descendu vers le sol, et ils ont aperçu ce qui ressemblait à un corps humain s'élever dans les airs, aspiré par l'engin. Tout porte à croire que Todd 6 a vécu quelque chose d'inimaginable avant de mourir, et pourtant, cette affaire reste largement méconnue du grand public. L'autre cas est celui d'un homme du nom d'Adamski, en Europe. Il était sorti pour une simple promenade et n'est jamais rentré chez lui. Une recherche a été menée et, quand son corps a finalement été retrouvé, sa position défiait toute logique. Il gisait au sommet d'un immense tas de charbon ou d'un matériau similaire, dans un endroit où il était absolument impossible qu'il ait pu grimper seul ou même être transporté par quelqu'un.
Aucun signe de passage ne marquait la pente instable, ce qui suggérait une seule possibilité, il avait été déposé là d'en haut. Son expression était figée dans une grimace de terreur absolue, comme s'il était mort en voyant quelque chose d'indicible. L'autopsie a révélé qu'il avait succombé à une crise cardiaque, littéralement effrayé à mort. Mais un autre détail a rendu cette affaire encore plus troublante. Bien qu'il ait quitté son domicile rasé de près seulement un jour ou deux auparavant, il présentait une barbe correspondant à une semaine de croissance. Cela laissait entendre qu'il avait été retenu ailleurs pendant une période bien plus longue que ce que son absence laissait supposer. Comme si cela ne suffisait pas, un policier chargé de l'enquête sur la mort d'Adamski a lui-même vécu une expérience d'abduction par la suite. Son témoignage est aujourd'hui considéré comme l'un des récits les plus crédibles en matière d'enlèvement extraterrestre, renforçant encore le mystère entourant cette affaire. Ces deux histoires soulèvent des questions terrifiantes. Que s'est-il réellement passé? Qui ou quoi a enlevé ces hommes, et dans quel but? Plus inquiétant encore, combien d'autres disparitions pourraient être liées à des phénomènes similaires, sans jamais attirer l'attention du public? Ma mère et moi avons toujours été sensibles à des choses que la plupart des gens ne perçoivent pas. Elle déteste ça. Elle considère ça comme une malédiction. Moi, au contraire, je le vois comme un honneur. Dans toute la famille, je suis le seul avec qui elle accepte d'en parler. Cette histoire s'est déroulée sur une aire de repos, en bordure d'une autoroute très fréquentée. Il faisait jour, en plein après-midi. Pourtant, étrangement, nous étions la seule voiture garée là. Pendant que ma mère était partie aux toilettes, je suis resté dans la voiture, écoutant un match de football à la radio, complètement absorbé par la retransmission. Puis, sans prévenir, la porte des toilettes s'est ouverte brusquement et ma mère en est sortie précipitamment. Elle avait l'air complètement paniquée, le regard affolé, cherchant quelque chose ou quelqu'un des yeux, tournant la tête de droite à gauche avec frénésie. Elle a foncé vers la voiture et, avant même de s'installer, elle m'a bombardé de questions. Où était-elle? Dans quelle voiture était-elle montée? J'ai juste fixé ma mère, totalement perdue. Il n'y avait personne. Absolument personne. J'ai réalisé à cet instant que, oui, c'était étrange d'être les seuls à cet endroit en pleine journée, alors que cette aire de repos se trouvait sur un axe très fréquenté. Mais ce qui me perturbait encore plus, c'était la façon dont ma mère réagissait. Elle avait vu quelque chose. Elle m'a alors raconté ce qui s'était passé. Elle était seule dans les toilettes, du moins elle le pensait, jusqu'à ce qu'elle remarque une femme d'une soixantaine d'années, habillée normalement, debout devant les lavabos. La femme semblait troublée, essayant sans succès de comprendre comment faire couler l'eau. Ma mère a trouvé ça curieux, mais pas suffisamment alarmant. Elle lui a demandé si elle avait besoin d'aide et la femme a répondu que oui. Ma mère lui a alors montré comment actionner le robinet. Mais une fois ses mains lavées, la femme s'est de nouveau retrouvée perplexe face au sèche-mains. C'est à ce moment-là que quelque chose a changé. Ma mère a senti un malaise inexplicable. Il y avait quelque chose dans la manière dont cette femme se comportait qui ne collait pas. Elle lui a demandé si tout allait bien. La femme s'est alors arrêtée net, a levé les yeux vers elle et l'a regardée droit dans les yeux. Puis elle a dit d'une voix calme, mais avec une certitude absolue. « Non, mais je ne viens pas de ce monde, alors ça n'a pas vraiment d'importance. » Sans un mot de plus, elle s'est détournée et est sortie. Ma mère a immédiatement réagi, la suivant de près mais une fois dehors, il n'y avait plus personne. Elle s'attendait à la voir marcher vers une voiture, monter dans un véhicule, poursuivre sa route quelque part. Mais il n'y avait rien. Juste notre voiture et moi, toujours assis à l'intérieur, les yeux rivés sur la radio. C'est là que nos récits se rejoignent. Moi, je n'avais vu que ma mère sortir, personne d'autre. Ce n'était que le début. J'avais 11 ans à l'époque, et c'était avant que mes propres expériences commencent. Aujourd'hui encore, je suis convaincu d'avoir hérité de ce que ma mère perçoit. Ou peut-être de ce qu'elle est. J'ai rencontré un homme une fois, quand j'avais environ 13 ans. Il s'est approché de moi et, sans préambule,
m'a tendu un bout de papier avec une adresse écrite dessus. Rien que ce geste était suffisamment inquiétant. Mais ce n'était pas la seule chose étrange à son sujet. Son regard était d'une intensité presque oppressante, comme s'il pouvait voir à travers moi. Ses dents étaient anormalement pointues et parcourues de ce qui ressemblait à de fines veines bleuâtres. Sa peau, d'une pâleur extrême, tranchait nettement avec ses vêtements entièrement noirs. Il y avait quelque chose en lui qui ne ressemblait pas aux autres. Ce n'était pas juste son apparence ou son comportement, c'était une impression plus profonde, difficile à mettre en mots. Une sensation que je ne pouvais pas ignorer. Bien sûr, je ne suis jamais allé à l'adresse qu'il m'avait donnée. D'un autre côté, j'ai moi-même vécu une expérience où quelqu'un m'a perçu comme autre chose qu'un simple humain. C'était lors d'un concert. Je passais près d'un groupe de personnes rassemblées autour d'un homme allongé au sol. Il semblait en plein délire, entouré de visages inquiets. Alors que je discutais avec un ami, j'ai vaguement entendu ses paroles, mais sans y prêter attention. Ce n'est que lorsque quelqu'un m'a attrapé par le bras pour m'attirer vers lui que j'ai compris qu'il parlait de moi. Il était persuadé que j'étais un ange. La personne qui m'avait attrapé insistait, je devais lui parler. Il était convaincu que j'étais une présence divine et qu'il avait besoin de moi. Face à cette situation surréaliste, je ne voulais pas aggraver son état en lui donnant l'impression que l'ange l'abandonnait. Alors, j'ai pris un moment pour lui parler, j'ai essayé de le rassurer. À un moment, il m'a demandé de chanter pour lui. Je l'ai fait. Son expression était empreinte d'une telle intensité que j'en ai presque douté moi-même. Il croyait réellement ce qu'il disait. Pour lui, il n'y avait aucun doute, j'étais un ange et je l'avais sauvé. Deux rencontres opposées, mais toutes deux aussi troublantes. L'une où j'ai eu l'impression de croiser quelqu'un qui n'appartenait pas entièrement à ce monde. L'autre où, l'espace d'un instant, j'ai été celui qu'on percevait comme une entité surnaturelle. Je n'ai jamais rencontré une personne qui ne me semblait pas humaine, mais j'ai déjà eu cette réaction face à un animal. C'était un soir, juste après le coucher du soleil. Je me trouvais sur ma terrasse arrière, profitant de la fraîcheur, quand un raton laveur est sorti des bois à la lisière de mon jardin et a traversé mon champ de vision. Visuellement, il n'avait rien d'inhabituel. Son apparence était celle d'un raton laveur ordinaire, son déplacement tout à fait naturel. Il n'avait aucun trait distinctif, aucun comportement anormal. Rien ne justifiait la moindre inquiétude. Et pourtant, quelque chose en lui a déclenché une alerte primitive dans mon cerveau. Une partie de moi, celle qui ne fonctionne pas sur la logique mais sur l'instinct pur, s'est mise à hurler, ce n'est pas ce que ça prétend être. Une peur muette, inexplicable, s'est emparée de moi. Sans réfléchir, j'ai fait ce que mon instinct me dictait, je me suis levé doucement, sans précipitation, et je suis rentré dans la maison en refermant la porte derrière moi. Je n'ai jamais vécu une sensation comme celle-là avant, et je ne l'ai jamais ressentie depuis. Quand j'étais au lycée, je travaillais comme caissier dans un supermarché. C'était un boulot routinier, avec des clients qui défilaient toute la journée, certains plus agréables que d'autres, mais rien de particulièrement marquant. Jusqu'à cette femme. Elle avait tout d'une cliente ordinaire. Bien habillée, soignée, posée. Elle n'achetait que quelques articles, rien d'exceptionnel. Je l'ai encadrée comme n'importe qui d'autre, prenant son paiement, tournant brièvement le dos pour le ranger dans la caisse. Quand je me suis retourné pour lui tendre son reçu et sa monnaie, je lui ai souhaité une bonne journée, un réflexe automatique. Et c'est là que tout a basculé. Son visage n'avait pas changé. Son sourire était toujours là, courtois, amical. Mais ses yeux. C'est difficile à décrire avec des mots précis, mais c'était comme si un voile s'était levé, révélant quelque chose qui n'aurait jamais dû être visible. Derrière ce regard, il n'y avait rien d'humain. Pas juste de la froideur ou du mépris, mais quelque chose de bien plus profond, une présence brute, inhumaine, malveillante. Un gouffre, une absence totale de ce qui fait un être vivant. Elle m'a vu le réaliser. Elle a vu ma réaction,
mon visage se figeait sous le choc. Et c'est à ce moment-là qu'elle a souri, un sourire qui n'avait plus rien de poli ni de bienveillant. C'était un sourire de pur amusement. Elle savait qu'elle m'avait fait peur, et elle adorait ça. Pas une peur ordinaire, pas une crainte vague, mais une peur primale, viscérale, celle qui vous fait comprendre que ce que vous regardez n'a pas sa place ici. Puis, en un clin d'œil, c'était fini. Elle a battu des paupières et ses yeux étaient redevenus normaux. Comme si rien ne s'était passé. Elle a incliné la tête légèrement, presque comme un salut silencieux, avant de tourner les talons et de s'éloigner, toujours souriante. Je suis resté figé quelques secondes avant de réagir. J'ai éteint la lumière de ma caisse, je suis allé directement voir le service client et leur ai dit que j'avais besoin d'une pause. Ce n'était jamais arrivé avant, et ils ont dû voir que quelque chose n'allait pas, parce qu'ils n'ont pas discuté. Je me suis enfermé dans la salle de pause, encore secoué, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Mes mains tremblaient. Plus tard, j'ai demandé à un collègue s'il avait remarqué quoi que ce soit d'étrange chez elle, s'il l'avait vu ou ressenti quelque chose. Mais non. Pour lui, elle n'était qu'une cliente comme une autre. Je n'ai jamais vécu une chose pareille avant, ni après. Mais ce qui me perturbe encore aujourd'hui, ce n'est pas seulement ce que j'ai vu. C'est pourquoi elle m'a montré ça. Pourquoi moi? Et surtout, pourquoi ça lui a fait autant plaisir? Mon mari m'a raconté une histoire étrange à propos d'une rencontre avec un ami d'enfance, survenue lorsqu'il était au début de la vingtaine. Ce type avait toujours été un peu particulier, mais rien d'alarmant ou d'inquiétant. Juste une de ces personnes avec une manière un peu décalée d'être au monde. Ils se sont retrouvés par hasard et ont commencé à discuter, échangeant des banalités et rattrapant le temps perdu. Au début, tout semblait normal, mais au fil de la conversation, mon mari a ressenti un malaise grandissant. Quelque chose dans l'attitude de son ami avait changé. Il le fixait. Pas un simple regard attentif, mais un regard intense, insistant, presque oppressant. Ce n'était pas un geste inconscient, c'était volontaire. Comme s'il essayait de fouiller quelque chose en lui. Mon mari a immédiatement ressenti une intrusion, une sensation inexplicable mais indéniable, comme si quelqu'un essayait de sonder son esprit, de lire à travers lui. C'était une impression si troublante qu'il a instinctivement réagi de la seule manière qui lui est venue à l'esprit, il a pensé à une barrière, un mur de briques, et s'est concentré dessus de toutes ses forces. Pendant plusieurs minutes, il a tenu bon, bâtissant mentalement cette forteresse, se focalisant uniquement sur cette image. Puis, sans prévenir, son ami a brisé le silence en criant « Stop !» L'espace d'un instant, son expression a vacillé, comme s'il était frustré ou pris au dépourvu. Mais presque aussitôt, il a repris la conversation comme si de rien n'était, comme si cette tension inexplicable n'avait jamais existé. Mon mari, lui, n'a pas cherché à en savoir plus. Il a laissé la discussion se terminer naturellement et ne l'a jamais recontacté après ça. Il ne sait toujours pas ce qu'il s'est passé ce jour-là. Mais il sait une chose, ce n'était pas une interaction normale. Le gérant d'un immeuble résidentiel près de chez moi était assis dans son bureau en pleine interview lorsque j'ai soudain eu cette impression atroce qu'il n'était pas humain. Pas au sens figuré, pas juste une manière de dire qu'il avait un comportement étrange ou déstabilisant. Non, c'était une certitude absolue, brutale, glaçante. Comme si quelque chose portait un costume humain et essayait de passer inaperçu. Je n'avais jamais ressenti une chose pareille auparavant. Ce n'était pas une simple méfiance ou une intuition vague, c'était un rejet instinctif, viscéral. Mon corps entier s'est crispé sous la panique, et j'ai dû me concentrer pour garder un semblant de calme. L'envie de fuir était presque insurmontable, mais j'ai fait semblant de rien, poursuivi la conversation autant que possible, puis j'ai prétexté un départ et quitté son bureau aussi vite que mes jambes me le permettaient. Plus tard, j'ai raconté l'expérience à mes collègues, cherchant peut-être à me rassurer, à voir si quelqu'un d'autre avait ressenti la même chose. L'un d'eux, qui avait vécu dans l'immeuble, m'a immédiatement répondu qu'il comprenait. Lui aussi avait perçu quelque chose d'étrange.
Il m'a raconté qu'il avait dû peindre des sigils sur ses murs pour se protéger, car trop de phénomènes inexpliqués se produisaient dans son appartement. Des choses qui lui donnaient le sentiment d'être épié, manipulé, comme si une présence invisible essayait de se glisser dans sa vie. Le lendemain, mon petit ami est venu me voir, l'air troublé. Il revenait de la buanderie du complexe et m'a dit qu'il avait vu le visage d'un homme se transformer sous ses yeux. Pas comme un effet d'ombre ou une illusion d'optique, mais une distorsion nette, artificielle, comme si son apparence était un filtre numérique qui avait du mal à suivre ses mouvements. Son visage s'était morcelé en fragments, en pixels, avant de se stabiliser à nouveau. Comme si, pendant un instant, la façade avait failli céder. À ce stade, ce n'était plus juste une impression étrange. Il y avait quelque chose ici, dans cet endroit, qui défiait toute logique. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.